Bonsoir, maîtresse. Bonsoir, tonton. Bonsoir. Faut monter, on va partir. C'est ça, chauffeur, il y a des trucs à foutre. Ensemble, disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur USAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce 23 mai de l'an 2026. Demain, dimanche 24 mai 2026, jour de prestation de serment du président Romuald Mboueke Wadaï, s'annonce comme une date charnière dans l'histoire politique de la République du Bénin. Les élections sont désormais derrière nous, les passions électorales se sont progressivement estompées, les clivages, les tensions partisanes, les affrontements verbaux et les rivalités de campagne semblent laisser place à une nouvelle séquence politique marquée par l'attente, mais surtout par de grandes espérances nationales. Une page se tourne et avec elle, c'est tout un cycle politique qui s'apprête à entrer dans l'histoire après 10 années de gouvernance du président Patrice Talon, marqué par des réformes profondes, des transformations visibles, des tensions assumées et une redéfinition sans précédent de l'appareil étatique béninois. Désormais, une trêve politique est imposée à l'ensemble de la classe politique. Après les batailles électorales, l'heure n'est plus à la confrontation permanente, mais à la nécessité collective de penser le développement, la stabilité et l'avenir du pays. Pendant les 6 prochaines années, majorité, opposition, acteurs institutionnels, société civile et forces vives de la nation semblent être convoqués malgré leurs divergences à cohabiter dans une même réalité nationale, celle de la construction du Bénin de demain. Tous les regards convergent désormais vers une nouvelle promesse, celle portée par Romuald Wadaï à travers son programme baptisé Plus loin ensemble 2026-2033. Un projet présenté par ses soutiens comme l'étape de la consolidation, de l'industrialisation accélérée et de la transformation définitive du Bénin. Mais pour d'autres, ce programme suscite encore de nombreuses interrogations, ambitions réalistes aux projections excessives, vision structurée ou gigantesque pari politique sur l'avenir. Le moment est donc solennel, car au-delà d'un homme ou d'un programme, c'est la trajectoire même du Bénin qui se joue. Le Bénin, le pays, est à la croisée des chemins entre continuité et rupture, entre héritage et renouveau, entre promesses de prospérité et crainte de désillusion. Les attentes populaires sont immenses. La jeunesse espère plus d'emplois. Le monde rural attend une amélioration concrète de ses conditions de vie. Les entrepreneurs, eux, réclament davantage d'opportunités. Chers amis, maintenant, pour parler des espérances dans le septennat 2026-2033, ce jour, je reçois pour vous Bertin Corvi. Il est économiste fondamentaliste, président de l'Alliance Iroko. Il sera face à Alain Adiou, ancien ministre de la République, homme politique aujourd'hui. Avec eux, on parlera des espérances que l'on place dans le septennat prochain. Mais avant, ils auront à effectuer quelques commentaires sur le message d'au revoir du président Patrice Talon, lequel message, depuis jeudi dernier, défraie la chronique, fait couler beaucoup d'encre et de salive et suscite beaucoup d'interprétations et de commentaires. Avant de retrouver mes invités, chers amis internautes, je vous invite à suivre cette capsule vidéo et puis on revient pour le décryptage proprement dit. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel (ESAE). De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration
d'administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites, Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'ai annoncé dans le sommaire de cette émission, Alain-François Adiou, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'être là, merci pour la disponibilité, merci d'être là. Bertin Corvi, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là, merci également pour la disponibilité. Je rappelle que vous êtes le président de l'Alliance Iroko, également économiste, fondamentaliste. Et je suis porte-parole de la vision du président élu, Romuald Wadaye, et c'est à ce titre que je suis ici. Et vous a désigné? Bien sûr. Ah bon? On n'a pas vu circuler l'acte. C'est là où vous avez dit tout ce qui se dit dans les bureaux feutrés, vous n'en savez rien. Nous découvrons. Ah bon, voilà. Nous découvrons, bien évidemment, sur ce plateau. Alors, parlons du message du président Patrice Talon. Je vais quand même vous en donner encore une fois lecture. Peut-être pour les amis internautes qui n'ont pas peut-être lu intégralement ce message, je vous en donne lecture. Il écrit ceci, je cite, « Mes chers compatriotes, ce dimanche 24 mai 2026, notre président élu, M. Romuald Wadaye, prêtera serment pour entrer formellement dans ses fonctions. Dès lors, il aura la délicate et exaltante mission de conduire la marche de notre pays vers davantage de progrès et de bien-être collectif et individuel. À cet effet, je voudrais lui réitérer mes vœux de grande réussite dans l'action qui sera la sienne durant les 7 années à venir. Pour ma part, au moment de quitter la charge, je voudrais vous remercier de tout cœur et vous dire combien je suis fier de vous pour le chemin exigeant qu'ensemble nous avons osé parcourir ces 10 dernières années pour les défis relevés, les réformes opérées, les chantiers majeurs engagés en vue de raffermir notre État et mettre l'action publique au service de son développement socio-économique. Assurément, le chemin n'a pas toujours été simple à parcourir. Bien souvent, il fut parsemé d'embûches, mais c'est aussi cela qui en a fait le charme et nous a galvanisés. À l'arrivée, nous pouvons observer avec le reste du monde qui ne manque de nous exprimer son admiration que nous avons fait du chemin. Nos efforts et sacrifices portent peu à peu des fruits. Cela est à notre actif à tous, Béninois et Béninoises, les Béninoises et Béninois des villes, des campagnes et même de la diaspora, jeunes et moins jeunes. Avoir été le chef d'équipe de cette belle aventure, avoir été au service de notre pays fut un sacré honneur pour moi. Aussi, ma gratitude envers le Bénin et envers chacun de vous est-elle sans borne. En vous prenant à témoin, je me fais le devoir de saluer le rôle combien efficace d'une grande dame qui a su m'accompagner avec affection et patience et dont le coaching m'aura été d'un grand apport. Je veux nommer Madame Claudine Benayon Poviessi, épouse Talon, que je remercie de tout cœur. De même, j'adresse ma reconnaissance à tous ceux qui m'ont entouré de leur amour, leur amitié et leur soutien, toutes choses qui m'ont permis de donner le meilleur de moi-même. En passant le relais au président Romuald Wadaye, je veux partager avec vous ma conviction que sous son magistère, notre pays fera encore de grands pas vers l'accomplissement de son dessein, celui d'être une grande nation. Pour ce faire, je ne doute pas que fort
de ce que nous avons accompli jusqu'ici et mus par la volonté inébranlable d'aller encore plus loin, ensemble, nous saurons nous mobiliser autour de lui et avec lui dans l'intérêt supérieur du Bénin pour conquérir des pans entiers de progrès qui génèrent bien-être, fierté et prospérité à toutes et à tous. Vive la République, vive le Bénin. Fin de citation. Bertin Corvy, ces mots écrits par Patrice Talon vous inspirent quoi? Que retenez-vous de ces mots? Quelle est votre analyse, votre décryptage? Je voudrais remercier le président Patrice Talon pour ces mots. Ces mots marquent la prise de conscience du président Patrice Talon, si tant est qu'il ne s'en rendait pas compte, qu'il était à la fin d'un parcours. Et il utilise cette forme-là pour rassurer les Béninois, qui de tout temps disent non, le président ne veut pas partir. Oh, même s'il partait, c'est lui qui va diriger derrière. Il va se cacher au Sénat pour manipuler les institutions, pour avoir de l'emprise sur le président élu. Le président vient de se mettre au service du président élu, Romuald Wadaye. C'est d'abord ça. Et je voudrais que les Béninois cessent de se faire peur eux-mêmes. Le président Patrice Talon, à partir du 23 à minuit, oui, ce le soir. 23. Non, pas ce soir. Aujourd'hui, nous sommes... Le 23. Ah oui, bon, ok. À partir de minuit, ben, il ne sera plus président. Et il en prend acte et nous le fait savoir. J'ai la tristesse de remarquer qu'il y en a dans notre mouvance présidentielle qui, parce qu'ils veulent certaines faveurs certainement, au lieu d'aller voir le président qui sera investi, ils courent derrière le président Patrice Talon, s'il doit m'en tenir aux écrits de Aboubakar Takou, et le phénomène, comme j'aime l'appeler. Ça, c'est déjà un. Deuxième chose, le président se réjouit du chemin parcouru ensemble. Et je voudrais reconnaître qu'on a fait vraiment un bond qualitatif. On a même fait un saut de crapaud. Mais je voudrais déplorer que le président n'ait pas étayé les difficultés dont il parle dans son texte. Et moi, qui me sens co-responsable de ces difficultés-là, moi, lui-même le président Patrice Talon, Yahi Boni et d'autres, et le peuple béninois, les 10 dernières années ont été à ce point-là, parfois faciles, parfois difficiles, que des Béninois ont pris les armes contre d'autres Béninois. Et si on ne sait pas qui a tiré sur qui le 1er et 2 mai... On va pas remettre le couteau dans la plaie. Non, attention. Laissez-moi. Oui. Vous ne voulez pas quand même que je vienne seulement applaudir. Je fais l'analyse à partir du test. Tout à fait, oui. Et je veux rester Kouovi. Alors, et ce n'est pas remuer le couteau, parce qu'il y a eu des familles endeuillées. Donc, moi, je me sens responsable. Le président Talon se sent responsable certainement. Le président Yahi Boni est responsable. Le peuple béninois, la classe politique. Nous avons manqué de sagesse au point où des Béninois sont morts par la faute de la politique. Et il ne faudrait plus jamais ça dans notre pays. Je prie Dieu que les 7 ans et x2 que je souhaite pour Romuald Wadaye ne connaissions plus de tels événements. Je ne dis pas que c'est Talon, donc je dis c'est nous tous. Il ne faut pas passer ça par perte et profit. Donc, oui, il y a ça qu'on n'a pas mis en lumière. Sinon, sur le plan économique, on a fait de progrès. Aussi sur le plan politique. Et moi, ce que je crains, il y a eu de ces réformes-là que nous avons soutenues, mais par principe, je voudrais juste dire, si on fait des réformes politiques où tout le monde n'a pas été consulté à cela, mais quand on n'est pas là soi-même, c'est fini. Ils peuvent rejeter ces réformes-là. Donc, il y a de ces réformes bon, pour qui j'ai un peu de peine, j'ai un peu de crainte que nous ne les rejetions pas une fois que la gouvernance du président Patrice Talon serait partie. Merci. Sinon, oui, je suis satisfait sur le plan économique de ce qui a été fait. Et je crois qu'à partir de ce que le président Talon a fait, que j'appelle les chenilles, il faut que Romuald Wadaye construise des papillons
Et nous allons parler de comment y parvenir. Puisque les papillons commencent leur vie en étant des chenilles. Merci pour cette belle allégorie. Alors, Alain François Adiou, quel est votre commentaire? C'est un discours d'adieu. Peut-être que c'est un peu trop fort, un discours d'au revoir. J'en ai connu directement un, sous le président Mathieu Kérékou. Kérékou. C'est à peu près la même teneur. Il s'est adressé à ses collaborateurs directs que nous étions au gouvernement en des mots très forts. Et puis, il n'a pas manqué de dire au revoir à sa manière au peuple béninois qu'il a servi des années durant. Toute séparation est un peu douloureuse, émotionnelle. C'est ce que j'ai noté dans une partie du texte que vous venez de nous relire. Émotion, fierté, satisfaction d'avoir fait quelque chose de pas mal. Je ne dirais pas quelque chose de bien. Mon vis-à-vis est là pour ça. Quelque chose de pas mal. Donc je relativise. Sur le plan économique, on peut dire que oui, il y a des réalisations visibles, physiques, les infrastructures, la modernisation de l'administration, j'en passe. Et sur le plan démocratie, sur le plan politique, sur le plan social, il y a beaucoup à redire. Nous sommes dans un pays qui a progressé, ça c'est vrai, progressé sur le plan de la construction physique, mais qui est en grande tension, la société est en très grande tension, des tensions profondes. Et c'est cela que le président Talon a essayé de nous donner sous forme d'héritage. J'ai fait ce que j'ai pu, je n'ai pas tout réussi, mais je me félicite quand même avec vous d'avoir fait ce que nous avons fait ensemble. Et je laisse à la jeunesse, je laisse à Romuald Wadaï, mon successeur, de continuer. De continuer, non pas exactement comme moi, mais de continuer pour que le pays tout entier en tire le meilleur profit. Donc oui, c'est sage de sa part. Si j'étais un cynique, j'allais dire, enfin, le président Talon est parti. Mais je ne suis pas cynique. C'est un chef d'État, à la différence de beaucoup d'autres que nous avons connus. Et je souhaite que ceux qui vont venir après lui, en commençant par Wadaï, fassent nettement mieux. Et qu'on ne gouverne pas, ou qu'on cesse de gouverner notre pays, à la limite, contre les citoyens. Un pays ne se développe pas au détriment du bien des citoyens, du bien-être des citoyens. Nous avons fait une expérience. C'était peut-être une expérience à faire, compte tenu de notre parcours, compte tenu de là où nous en étions, compte tenu du moment où Patrice Talon a pris le pouvoir. Mais il faut maintenant continuer. En construisant le pays, il faut associer intimement les citoyens. Un pays que l'on bâtit sans les citoyens est un pays dont l'avenir n'est pas certain. Oui, le président Talon est parti, le président Wadaï va venir, la succession ne doit pas être à l'identique. Je reviens dans un instant. Bertin Korovi, dans ce message écrit par le président Patrice Talon, un seul nom évoqué, celui de son épouse. 9 jours plus tôt, lors de son dernier conclave gouvernemental avec les membres du gouvernement, il a remercié les uns les autres. Il avait également rendu hommage à son épouse. Quelle est la déduction que vous en faites de l'emprise ou de la responsabilité de Claudine Talon dans le pouvoir Talon? Bon, je dirais plutôt que Madame la Première Dame est une femme chanceuse. Qu'après autant d'années de vie ensemble, que le président Talon parle d'elle avec autant d'émotion, et même à la limite m'a inquiété quand, à des moments donnés, il a laissé entendre qu'ils gouvernaient ensemble ou bien qu'elle le cochait. Je me suis dit à quel titre. Mais bon, chacun a ses faiblesses et a ses forces. Et ne dit-on pas que derrière tout grand homme,
il y a une grande dame. Et madame, la première dame et la grande dame derrière le président Patrice Talon. Je voudrais rassurer la première dame que le président Patrice Talon, si elle en doutait encore, est toujours amoureux d'elle. Ah oui, ben... et cela rassure. Non, non, mais vous savez, moi, je suis vraiment ému quand je l'entends parler de la première dame. Et quand il en parle, ses yeux brillent comme un enfant qui a vu un jouet qui lui fait plaisir. Donc, il est amoureux de sa femme. Après autant d'années de vie ensemble, il faudrait que la première dame donne le secret aux jeunes couples pour que, bon, nous continuons d'aimer nos Elle va organiser épouses. des séances de coaching, vous essayez? Ah oui, oui, ben, je crois qu'on en a besoin. Parce que je ne suis pas sûr que vous puissiez aimer avec autant de passion et avoir le besoin de le déclamer au fait. Publiquement à maintes reprises. Ben, c'est ça même. Et je dis, bravo, déjà, madame. les images publiques déjà disaient beaucoup de choses, déjà étaient assez évocatrices. Mais là, il prend la parole à maintes reprises et il le redit. Oh, moi, je suis psychologue de la communication. Je ne Voilà. m'en tiens pas souvent aux images parfois. Mais le besoin de faire la répétition tout le temps, le président est dans le besoin, le président Talon est dans le besoin de prouver, de montrer à sa femme qu'il n'a pas changé. Mais attention, hein, ça peut être, je ne dis pas à madame la première dame que c'est le cas, hein, ça peut être peut-être aussi parce qu'on se reproche quelque chose, qu'on veut qu'on pardonne, qu'on a le besoin de s'étaler. Vous voulez qu'on fasse une analyse. Oui, allez-y. Pourquoi vous n'aimez pas qu'on fasse une analyse? Laissez-moi faire mon analyse. Allez-y. Je suis un homme et parfois c'est quand l'homme se reproche quelque chose qu'il sent le besoin d'étaler ses amours. Mais le président Talon est amoureux et je m'en tiens à cela. Je voulais rebondir sur la réaction du ministre Alain Adio qui m'a un peu peiné. Heureusement qu'il a dit qu'il voulait être cynique et il ne l'a pas été. Enfin, le président Patrice Talon s'en va. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que le président Patrice Talon a pu faire qui... Bon, au fait, nous sommes tous responsables. Je voudrais, sans dédouaner le président Patrice Talon, hein, quand vous êtes un leader, ou vous n'avez pas de collaborateur qui ait le courage de vous regarder dans les yeux et vous dire cette décision, elle est mauvaise, qui ne ferait pas certaines erreurs qu'on peut reprocher à Talon aujourd'hui. Ce n'est pas Talon le problème. En réalité, nous sommes dans une fantasmagorie. Nous enlevons Talon aujourd'hui, on amène Romain Wadaye. Si l'entourage n'a pas le courage de lui dire la vérité, et si lui aussi ne va pas au-delà de l'entourage immédiat pour écouter ceux qui peuvent lui dire des choses qui lui déplaisent, peut-être qu'il sera pire que Talon. C'est en cela qu'il est responsable, ou en partie responsable. Oui, donc c'est dire que c'est nous tous, c'est le peuple béninois qui doit comprendre qu'un leader est élu pour servir. C'est un serviteur. Mais quand les gens vous... Le président Talon ne fait pas 2 mètres quand même. Mais je suis sûr que dans leur panégyrique, d'autres vont dire qu'il a la taille de De Gaulle. Alors quand vous avez des collaborateurs, un peuple pareil, même les religieux, on ne peut pas attendre d'eux de la vérité. Les vieux qui ont... Vous êtes sûr? Les religieux? Ah ben, nous sommes dans ce pays. C'est lui qui parle. Eh ben, c'est moi qui parle et je sais de quoi je parle. Je parle de islam, christianisme, vaudou. Combien de fois vous avez déjà vu? On a un certain âge, hein, et le professeur a un certain âge. À une époque donnée, il y avait des personnalités qui pouvaient sortir pour dire ceci est mauvais. Trouvez-moi un aujourd'hui qui soit crédible aujourd'hui. Au point où, moi qui n'ai aucune valeur en réalité. Il y en a de crédibles. Ben, je dis moi qui n'ai aucune valeur. C'est curieux, qu'est-ce que Corvi a dit? C'est ce qui préoccupe des gens. Et quand vous appelez des gens d'un certain âge, ils disent qu'ils n'ont pas votre éloquence, ils n'ont pas votre courage. Donc ce n'est pas Talon. Et il faudrait que... Moi je partage ce que vous dites, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de situations difficiles. Mais ce n'est pas Talon. C'est pas lui seul. Ah bon, c'est pas Talon. Non, c'est pour ça qu'il dit c'est pas Talon. Pourquoi il dit c'est pas Talon? Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Le pouvoir vous isole. Le pouvoir vous donne l'illusion que vous êtes devenu un homme important. Il ne faut pas s'y complaire. Ben, malheureusement, c'est ça, la faiblesse du pouvoir. Voilà. Et nous sommes mieux placés pour le savoir tous. On a servi des chefs d'État. Voilà. Donc maintenant, il faudrait que Romain Wadaye comprenne qu'il est là pour servir. Comme dit l'islam, c'est un dépôt, c'est pour un temps. Il est au service des autres. Quand un chef, écoutez, quand un chef, mais parce qu'il a été offensé selon des collaborateurs, qui n'a même pas donné d'ordre d'arrêter quelqu'un, et qu'on va l'arrêter.
Vous avez été victime? Merci, Bertin Corvu. On comprend les émotions en lien avec votre situation à vous. Alors, je me retourne vers Alain-François Adiou. Et vous, quelle est votre interprétation de ces hommages que rendent Patrice Talon à son épouse? Je me permets de dire à ma manière quelque chose de très intime. Que le président Talon, s'il m'entendait, m'excuse. Et moi-même, je m'excuse. J'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a un moment, avant son deuxième mandat. Donc, c'était avant 2021. Nous étions en cercle très restreint. On a parlé politique, on a parlé le pays. Et après, il m'a dit, mais Fofo, comment vas-tu? Comment te portes-tu? Et je lui ai donné une réponse qui a montré que je n'avais pas très bien compris la question. Et il m'a dit non, ce n'est pas de ça que je parle. Et puis, ce n'était pas que deux. Il s'est adressé à ceux qui étaient là en disant, mais ce n'est pas possible, je ne peux pas vivre comme lui. Parlant de ma vie privée, intime, familiale, personnelle, sachant ce que mon épouse et moi, nous vivions. Je dis ça comme ça pour camoufler un peu les choses. Oui. Et sachant combien l'absence de mon épouse pouvait me poser problème. Et il disait, pour moi, c'est impossible. Et là, j'ai découvert l'homme dans sa dimension la plus intime. Patrice Talon, je veux dire. Et quand je l'ai écouté la dernière fois et que je l'ai relu, c'est cette image-là qui m'est revenue à l'esprit. Il sait faire le chef, l'autorité. Il sait l'incarner, se l'imposer, l'imposer aux autres. Mais il a quand même un petit fond humain extrêmement sensible. C'est ça qu'il a voulu partager avec nous. Et je le remercie de l'avoir fait. Parce que si on pouvait croire que Patrice Talon pouvait aller jusqu'à ce niveau-là d'émotion, on peut dire, mais non, ce n'est pas l'homme tel qu'on le voit, ce n'est pas le chef d'État tel qu'il se laisse voir. Mais c'est ça aussi. L'homme, c'est d'abord ça. Et il a rendu hommage à quelqu'un qui le connaît du plus intime de lui-même. Et qu'il le fasse au grand jour par deux fois, sous forme parlée et sous forme écrite, c'est tout un honneur pour lui. Et je l'en remercie, je l'en félicite. Merci à vous, Alain-François Adiou. Nous allons refermer cette page du message de Patrice Talon et parler quand même aujourd'hui de Romuald Wadaye, puisque aujourd'hui, dans les heures à venir, Patrice Talon sera du passé et ce sera l'ère de Romuald Wadaye, comme le dit son prénom, Mweke. Un autre jour se lève avec lui. Alors, M. Corvi, je vous ai entendu défendre son projet de société, son programme, comme une nouvelle étape du développement national. Et j'ai bien envie de vous poser la question de savoir en quoi la gouvernance de Wadaye serait-elle différente de celle de Patrice Talon? Si jamais la gouvernance de Romuald Wadaye, sur le plan économique, politique, social, ne diffère pas de ce qu'on a jusqu'à aujourd'hui, ce serait la catastrophe. Pourquoi? Tout simplement parce que... Pourquoi elle doit être différente? Il doit être... Mais écoutez, le président Patrice Talon, durant 10 ans, a construit des chenilles. Il faut en faire des papillons. Et je vais vous dire, allons d'abord sur le plan économique. Durant 10 ans, nous avons eu de la croissance. Mais je dirais que c'est plutôt de la croissance sur le plan financier et sur le plan comptable. Ça n'a pas touché directement les populations. Du reste, ça n'a pas touché tout le monde. Et de ce point de vue, le candidat lui-même reconnaît, ministre de l'économie de son État, qu'il y a de la pauvreté, extrême. Et veut lutter contre cette pauvreté-là. Il faut que la croissance que nous avons eue aujourd'hui nous permette
de développer une possibilité d'avoir de la croissance à partir de la production. Et c'est ça qui a manqué et qu'on n'a pas pu atteindre. Évidemment, il fallait mettre les infrastructures de base du développement. Eau, énergie, route, infrastructure, route et certaines choses. Mais ce n'est pas suffisant. Nous n'avons pas assez aménagé, viabilisé les terres agricoles pour mettre nos agriculteurs au travail. Nous n'avons pas assez créé de retenues d'eau multifonctions désormais pour soit produire de l'électricité, faire de l'agriculture, dont l'irrigation, faire de pisciculture et faire nourrir les animaux avec et nourrir aussi les populations avec cette eau-là. Donc, la capacité de créer de la richesse additionnelle afin de pouvoir partager cela et que cela atteigne tout le monde se trouve au niveau du monde rural. L'agriculture, élevage, pêche, pisciculture et j'en oublie. Et il faut de l'électricité pour tous. Vous avez remarqué que ces derniers jours, nombreux se demandent s'il n'y a pas de délestage. Mais parce que nous n'avons pas encore atteint la capacité d'avoir de la souveraineté énergétique. Nous dépendons encore du Ghana et du Nigeria. Heureusement, il y a des projets. Je prends le barrage de Dogo bis, c'est 158 MW, déjà totalement bouclé. Ce sont les fonds verts. Il y a le barrage de Vossa, 64 MW, sur lequel nous travaillons. À travailler sur ce barrage-là en EPCF. Donc oui, le programme, plutôt la vision, parce qu'en fait, pour moi, ça n'a pas encore c'est pas encore un programme, c'est une vision. C'est un souhait. Il faut lui donner de contenu. Et c'est à ce niveau, si on ne travaille pas le contenu, et on n'est pas sincère envers nous-mêmes, nous n'irons nulle part. Ce sera un slogan. Aussi. Oui, pour conclure. Le candidat a parlé des pôles de développement. Justement, c'est ma prochaine intervention avec vous, okay. Bertin Kohovi. Alain François Adio, quelles sont vos espérances dans le septennat à venir, qui démarre demain? Le frère Kohovi vient de le dire. Hein. Si Wadaï gouverne exactement comme Talon, ça en sera fini pour notre pays. Et c'est presque sûr qu'il ne le fera pas. Sur le plan économique, des bases sont mises en place, mais elles sont insuffisantes. Il faut aller beaucoup plus loin. Les infrastructures routières dans les régions, les transformations dans les régions, les zones économiques locales, la modernisation de la... Il en a déjà parlé, ce n'est pas la peine que je le répète pour que nous puissions gagner du temps. Donc oui, il faut que le président qui va démarrer son mandat à partir de demain se convainque qu'il doit prendre appui sur ce qui a été fait jusque-là, auquel il a largement contribué, et qu'il va donc prendre appui sur ça pour effectivement aller plus loin. Les bases ne sont pas encore définitivement mises en place. Il faut continuer dans la rigueur budgétaire, tout en regardant ce qu'il faudra faire pour apaiser la conscience et les cœurs des citoyens. Parce qu'il ne peut pas continuer sur le plan purement économique, si je pourrais dire économiciste, entre guillemets, il ne peut pas continuer seulement sur ce plan-là. Il faut qu'il prenne, dans une relation d'équilibre assumée, la rigueur budgétaire, mais également les tensions sociales profondes qui sont là. Et pour ce faire, il faut qu'il privilégie non pas des subventions à généraliser, mais des aides ponctuelles vers des couches vulnérables, les femmes du secteur informel. Par exemple, il y a pas mal de choses. Et pour que les bases que nous souhaitons, M. Kohovi et moi, soient progressivement mises en place, il faut qu'il donne une place importante à la formation professionnelle. Les jeunes, pour leur donner du travail, ce n'est pas en distribuant, non, c'est pas en distribuant. C'est vrai que ce n'est pas l'État qui crée de l'emploi, mais il faut, et vous l'avez dit, hein, que le secteur privé doit être rassuré.
C'est le secteur privé rassuré qui crée l'emploi. Qu'est-ce que nous faisons de nos PME locales? Préférence nationale. Préférence nationale. Vous n'avez pas posé la question, mais Glodjibé, pour moi, est une réussite relative qui doit être continuée, approfondie, les insuffisances améliorées. Donc je disais, il faut la formation professionnelle. Les marxistes parlent de force productive et après du rapport de production. Les forces productives, ce sont les acteurs en capacité de produire la richesse. Il faut les former. Il faut qu'ils aient les moyens pour travailler, les moyens techniques, les moyens financiers. Mais ça, c'est au niveau des forces productives. Mais le rapport de production indique le rapport qu'entretient l'individu au bien qu'il va utiliser pour créer de la richesse. Si c'est seulement l'État ou seulement le secteur privé, si on oublie les acteurs directs, qu'on ne renforce pas leurs capacités et qu'on ne leur donne pas les moyens d'être propriétaires de leur force de travail, non, de leurs outils de travail, eh bien, on aura péché. Parce que le développement, c'est à partir des humains qu'on peut l'observer. Ce n'est pas seulement à partir du capital financier. J'ai voulu simplement compléter ce que Corvi a dit, parce qu'il parle régulièrement d'économie fondamentale. Moi, je parle d'économie systémique. Et c'est très proche. C'est très proche. Et là, je me retourne vers Bertin Corvi, dont on semble un peu, si, à moins que je me trompe, Alain François Adioux, vous avez constaté que l'image le visage de Bertin Corvi s'est raffermi un peu lorsqu'il parlait un peu oui, tout à l'heure, du pouvoir d'État. J'ignore à quoi il a fait référence, mais Bertin Corvi, on va progresser dans le débat pour quand même donner de belles opinions à nos amis internautes. Cette vision de Romuald Ouadaï, parce qu'elle a dit que ce n'est pas un programme, c'est une vision, cette vision de Romuald Ouadaï vise à éradiquer l'extrême pauvreté grâce aux pôles territoriaux de développement. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il s'agit d'une ambition réaliste ou d'un slogan politique? Il s'agit tout simplement de repartir à ce que nos pères fondateurs avaient déjà essayé et que nous n'avons pas continué. Le président Kérékou avait parlé de 6 provinces. Et nous étions un peu plus jeunes, hein, mais à l'époque de la Révolution, mais chaque province avait pour devoir, mission, de nourrir d'abord les citoyens et de nourrir la nation avec le surplus. Et je crois que je n'ai jamais été plus heureux, autant heureux, depuis que je suis né qu'en période de révolution. Donc, en réalité, la démocratie n'a fait que détruire la base du développement que Kérékou mettait en place. Nous n'avions pas compris. Il y avait plus de... Les gens croyaient plus au slogan. Ils se fâchaient contre le slogan au lieu de prendre le contenu et de regarder le résultat. Moi, j'ai fait l'école nouvelle, hein, mais quand je me retrouve avec d'autres économistes à l'étranger, moi, je n'ai pas de complexe devant eux. Donc, voyez-vous, nous avions un bon système éducatif. À l'époque, il y avait les histoires de coopératives où l'école avait un champ. On faisait même de jardinage. On faisait d'élevage. Mais ça apprenait à l'enfant à comprendre d'où vient ce qu'il mange. Ça n'existe pas aujourd'hui. Donc, le président Romuald Ouadaï a décidé de s'inspirer de ce que nos pères ont fait de bien, ont produit de bien, et il a décidé d'utiliser cette même base pour qu'on l'appelle aujourd'hui pôle. Hein. On dit Borgo, Alibori. Moi, je dis c'est Borgo. Atakora Donga, je dirais Atakora. Parce que c'est la base que Kérékou avait dit à Ami, et il faut repartir. Et j'ai la faiblesse parfois de dire je veux rencontrer Pierre Rochon et un certain nombre d'anciens qui sont encore là, pour les écouter. Parce que c'est à l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Nous avons fait l'expérience des 35 ans ou 36 ans de démocratie. On a jeté tout ce que la Révolution avait proposé comme si tout était mauvais. Aujourd'hui, on se rend compte des limites de la finance que nous passons pour économie. Car sur les 10 dernières années, le Bénin a fait plus de la finance que de l'économie. Car l'économie a pour fonction de chercher à améliorer les conditions de vie des populations. La finance, son rôle, c'est comment multiplier l'argent. Nous avons construit de belles choses, mais d'où est-ce que l'argent est venu? C'est sur l'endettement, il va bien falloir payer un jour. Donc, les pôles de développement permettront
d'identifier ce que chacun a de particulier qui peut apporter mieux que les autres. Et je vais vous surprendre, en matière, le développement du Bénin aujourd'hui dépend de 3 pôles, mais je dirais de 2. Le Borgo, c'est-à-dire Borgo à Libori, à Takora-Donga, on a toutes les conditions pour le développement agricole, de l'élevage et tout le reste. On ne peut pas parler d'industrie sans matière première. Donc la base d'abord, c'est d'abord l'agriculture, l'élevage. Et les terres agricoles en réserve au Bénin, on en a 2 à 3 millions encore en réserve dans le Borgo ancien, c'est-à-dire Borgo à Libori, et à Takora-Donga. On a de l'eau, car l'agriculture, c'est d'abord la maîtrise de l'eau. Et ce projet qui parle du bassin de la Volta, ce sont 19 projets. Et parmi les 19, il y a 4 qui ont retenu mon attention. Ces 4-là vont nous coûter 1600 milliards. Et cet investissement-là permet de faire des retenues d'eau, d'aménager des terres agricoles. On ne peut plus demander à nos parents de faire l'agriculture en attendant que la pluie tombe. Ça, c'est une erreur, c'est dépassé. Il faut que l'État aménage et viabilise les terres agricoles, les mette à disposition du producteur qui produit et chaque année, on retire un amortissement de l'argent investi pour aménager sa terre. Mais le ministre a dit quelque chose, et je suis d'accord avec lui. Les moyens de production. Je ne suis pas communiste, mais j'estime, moi, pour ma part, que quelqu'un qui a 30 hectares, même 60, à qui on permet d'acheter un tracteur, ce n'est pas rentable pour lui. Parce qu'au bout d'1 mois, il a fini de labourer son champ, eh bien le tracteur dort là, c'est à l'année prochaine, quand il y aura encore de pluie, qu'il va l'utiliser. Quand il veut utiliser le tracteur qui est resté sans être utilisé durant 12 mois, ou bien 8 mois, le moteur est calé. Il faut que le Bénin mette de sociétés d'équipement. Et c'est ce d'équipement-là, ça peut être du partenariat public-privé, on n'a pas besoin forcément que ce soit l'État. Hein. Ça peut être même des privés, qui aient des services agricoles. On a de tracteurs, on a de dessoucheuses. Et quand le cultivateur a besoin du service de ce matériel-là, il en a l'usufruit. On vient l'utiliser pour lui permettre d'avoir le service agricole dont il a besoin. À partir de là, il faut créer... Non, attendez, ici on parle d'économie, ce n'est pas de la politique. À partir de là, il faut créer des entreprises qui n'appartiennent pas forcément à l'État, mais qui doivent s'engager à racheter la production des paysans à un prix déjà calculé à l'avance. On voit le coût de production, l'effort du paysan, bref, pour qu'on lui garantisse vraiment le bonheur qu'on lui promet. Parce que ce programme promet aux paysans un lendemain qui chante. Mais si ça reste seul, si on n'utilise pas les méthodes qu'il faut, on ne va pas y parvenir. Il faut effectivement former nos agriculteurs à de nouvelles méthodes culturelles. S'ils ne comprennent pas ça, toute la volonté ne donnera rien. Je veux dire, pour conclure, que le développement du Bénin, tout le miracle que promet Romel Wadaï, lutter contre la pauvreté, est basé sur le monde rural. Il faut qu'on les forme, il faut faciliter, il faut mécaniser l'agriculture et, ma foi, il faut leur faire des conditions qui leur permettent de te sentir aussi béninois. Parce que malheureusement, quand vous voyez les conditions de vie de nos agriculteurs, on a la vague impression que nous leur volons leur destin. Alain François Adimou, quelle est votre opinion sur cette volonté de mettre en place des pôles territoriaux de développement pour éradiquer la pauvreté avec efficacité et efficience? Je remercie mon ami Bertin d'avoir évoqué la période révolutionnaire sous le général Mathieu Kérékou, les 6 grands pôles dont il a parlé. Vers la fin de son intervention, il a également parlé de la mise en commun des moyens de production et l'utilisation, la jouissance de l'usufruit de ces moyens-là. Là aussi, quelque chose avait été tenté. Je dirais un peu les coopératives auxquelles on avait pensé à ce moment-là, sous l'ère révolutionnaire, hein, je n'étais pas homme politique à ce moment-là, ça avait été tenté. Mais tout ça, ça n'a pas prospéré. Donc, nous ne pouvons pas inventer la roue. Nous devons démarrer
par la logique même, par ce qui est nécessaire. Ce n'est pas les partenaires au développement qui vont nous apprendre ça. Nous le savons déjà. Ce dont on a besoin, c'est qu'on se comprenne entre nous, qu'on se fasse confiance et qu'on démarre le travail. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui la territorialisation, c'est le mot, hein, Oui. c'est une bonne vision. Mais il faut monnayer cela en action concrète. Je vais peut-être surprendre, hein. Le président Wadaï a été ministre pendant 10 ans de l'économie et des finances. Si j'avais un rêve ou un souhait, je dirais, pour qu'on mette davantage l'accent sur l'économie, je dirais qu'il veuille bien scinder ce département ministériel, ce double département ministériel, et qu'il nous donne un ministre chargé du budget pour gérer la rigueur budgétaire et un ministre chargé de l'économie pour s'occuper des humains, du bien-être. Comme nous sommes en train de le défendre là, vous avez constaté que nous sommes en phase, hein, d'accord? Que ce ministre-là soit le ministre, à la limite, qui dérange son collègue du gouvernement, celui en charge du budget. Et que l'autre lui dise, ah non, avec ceci, c'est pas possible. Et qu'il y ait arbitrage de la part du président de la République, du chef du gouvernement. S'il le faisait, moi, personnellement, je l'applaudirais. Bon, s'il ne le fait pas, à la limite, je dirais, c'est pas grave. Mais qu'il fasse également, je pense que ça va être fait dans les tout prochains jours, hein, demain ou lundi, son gouvernement, qu'on voit la bonne place qu'il aura accordée à la formation, à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Qu'on veuille, qu'il veuille bien nous donner des responsables gouvernementaux vers qui on doit pouvoir porter des doléances, à qui on doit pouvoir donner des conseils, à qui on doit pouvoir faire des suggestions pour que, effectivement, nous décollions, pour que son régime soit le plus proche possible de celui de son prédécesseur immédiat pour les choses qui sont positives, mais qui s'en éloigne également, que son régime s'éloigne du régime de son prédécesseur immédiat pour tout ce qui reste à construire dans la paix et la réconciliation. Alors, Alain-François Diou, avant de parler de l'industrialisation accélérée, de la question du chômage, comment résorber davantage la question du chômage, pour vous, quels sont les ministères majeurs attendus? Les quoi? La composition du gouvernement de Romuald Wadaï. Quelles sont vos expériences à ce niveau? Bon, c'est comme si j'avais lu dans la boîte de cristal. C'est ce que j'ai à dire à ce niveau-là. Hein. Je dis, moi, je verrais bien un ministre exclusivement chargé de la rigueur budgétaire, un ministre en charge du développement, donc de l'économie, un ministre qui est pour compétence la formation. Parce que nous avons beaucoup de diplômés, mais nous n'avons pas de compétences. Or, pour construire le développement depuis la base, il faut des compétences. Et c'est de cela qu'il est question. Le reste, bon, on verra bien. Et que le prochain pouvoir mette l'accent sur l'éducation, la santé, la sécurité, toutes conditions nécessaires pour nous assurer le développement dans la paix et dans la quiétude. Donc voilà ce que je peux vous dire à cette question-là. À cette question. C'est la même question, Bertin Corvi? Bon, moi, il ne faudrait pas que quelqu'un pense que je pense à moi, hein. Mais je partage ce que dit le ministre Alain Diou, et j'ai toujours pensé que ce pays avait besoin d'un ministère budget-finance à part et un ministère de l'économie fondamentale pour un développement à visage humain. C'est-à-dire, il faudrait... c'est votre nomination. Hein, non, non, c'est pour ça que je dis, c'est pas ce qui est... Je veux même pas... C'est-à-dire, il faudrait qu'on comprenne le sens de l'économie. Le rôle de l'économie, mais c'est comment améliorer les conditions de vie de l'humain. Le bien-être total. Le bien-être. Donc, il faut un ministère dont c'est le rôle. Mais seulement s'en tenir aux agrégats, aux statistiques, ça ne dit pas toujours la vérité. C'est d'ailleurs pour ça, moi j'ai été peiné que le ministre de l'économie et des finances, budget, finance, coopération, durant 10 ans, en vienne à confesser que malgré tous les efforts qui ont été faits, qu'il y a la pauvreté extrême. C'est ce jour que je me suis dit, ce monsieur mérite vraiment mon respect et mon soutien. Parce que ce n'est pas donné
à tout le monde, car c'est lui le premier responsable. Exactement. Il s'accuse lui-même. Mais alors, ayant constaté que le modèle, durant les 10 ans, ont créé seulement des chenilles, ce n'est pas devenu des papillons, il faut aller au-delà et que les chenilles deviennent des papillons. Et il n'y a pas autre méthode que ce que nous disons sur ce plateau. Sinon, il fera bon vivre pour d'aucuns, pas pour tous. Vous pensez qu'il y a d'autres ministères qui devraient être scindés? Oh, je veux laisser le ministre, le président élu même faire cet exercice-là. Mais nous, on dit ce qui permettra d'atteindre le but. Parce que le résumé de ce texte, c'est quoi? C'est lutter contre la pauvreté. Justement, ce programme que vous brandissez là promet cette vision promet une industrialisation accélérée qui va créer des champions nationaux et des milliers d'emplois. Comment ça va se passer? Bon, comment cela est possible? Écoutez, il ne manque pas non plus de slogans, même dans la meilleure vision. Les champions là ne se créent pas parce que le chef l'a décrété. Pour y parvenir, et c'est ce que nous disons, il faudrait qu'on ait des champions agricoles. Ben, ayons par exemple des champions qui exploitent 4000 hectares de terre, par exemple. 10 000 hectares de terre, pourquoi pas? Et à partir de leur matière première, enfin de leur production, on fait l'industrie. On fait l'industrie sur la base de quoi? C'est sur la base de ce que l'agriculture produit. Donc, la base de l'industrialisation accélérée, c'est d'abord l'agriculture. Et l'agriculture, sa maîtrise, c'est la maîtrise de l'eau. Il faut aménager, viabler les terres agricoles. Moi, si vous me voyez me promener avec ce document, c'est parce que tout est dit presque ici. On parle de 20 000 emplois annoncés. Touadéra a dit, je ne vais pas me brûler de lui. Hein. Il n'a pas de 20 000 emplois, il a créé son emploi. Je laisse ça. Je vous ai dit, pour parvenir à ce que nous disons là, il faut commencer par 1 pour dire 2. Ne vous préoccupez pas des 20 000 emplois qu'on a proposés. Construisons les bases du développement. Nous allons faire même plus de 20 000 emplois. Par contre, ce que je veux, c'est que le chef ait comme préoccupation à chaque fois quand il se couche, combien de Béninois ont pu manger aujourd'hui à satiété avant d'aller au lit. Quand le chef en fait sa préoccupation, on est déjà proche du développement à visage humain. Il ne faudrait pas qu'on se contente des agrégats que le FMI publie. Il ne faudrait pas qu'on se mente nous-mêmes sur des chiffres qui parfois ne signifient pas grand-chose au Béninois lambda. Je vais vous poser une question. Regardez tout ce qu'on a fait à Cotonou comme infrastructure, à Ouida, à Calavi, à Porto-Novo. Mais regardez les résultats aux élections dernières, les taux de participation. Il n'y a pas de corrélation investissement public et l'engouement des populations à les soutenir. Ça veut dire que les populations veulent qu'on change de méthode, de modèle. Et c'est ce qu'il annonce ici. De toute façon, ce que nous disons là, c'est le seul moyen pour parvenir à ce qui est écrit ici. Je me suis autoproclamé porte-parole du programme. Voilà qui est précis. Attends, je l'ai vu. je l'ai vu et il n'a pas dit non. Parce que j'ai traduit ça en 9 langues nationales. Lesquelles? Oh, vous savez que je parle plusieurs langues. Et les vidéos existent. Et parce qu'il faut faire comprendre aux populations. Et je dis aux populations, ne croyez pas que l'argent viendra de quelque part. Parce que la joie dans les villages, il a dit on va manger. Et il y aura plus de Yanagbo. On va se soigner. Voilà. Mais ça, c'est pas ça. Il a dit il y aura soins gratuits d'abord. Mais on ne partage que ce qu'on a. C'est d'ailleurs pour ça que parfois je me moque des pays africains qui n'ont pas bâti de la richesse. Ils n'ont pas fait du capitalisme pour accumuler. Ils veulent aller au communisme. Ils veulent partager quoi? On partage ce qu'on a accumulé. Alain François Adiou, la zone industrielle de Blodigbe, c'est un succès. Relatif. Pourquoi? Pourquoi? Parce que sur le plan humain, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à redire. Je ne sais pas combien d'entreprises interviennent dans cette zone-là, mais j'aimerais bien compter les entreprises béninoises, les PME béninoises. Parce que la création de la richesse, c'est le point de départ du développement. Hein? C'est la richesse créée que vous accumulez qui vous permet d'aller de croissance en passant par l'investissement. D'accord? Ceux qui y vont,
ceux que moi j'ai fréquenté, enfin, qui m'ont côtoyé, avec qui j'ai discuté, sont utilisés un peu comme à la terrorisme. C'est-à-dire, ils sont utilisés à faire des tâches bien précises, à ne jamais manquer de faire ce qu'ils doivent faire. Ils sont presque des esclavages économiques. Et quand ils ont fini, on leur donne ce qu'on doit leur donner. Point barre. La richesse créée, la répartition de cette richesse, le contrôle des moyens de production. Donc, je ne peux pas dire que c'est ça qu'il nous faut. C'est un point de départ. C'est un point de départ. Donc c'est salvateur quand même. Salvateur, si vous voulez. Mais je dis, c'est un point de départ. Il ne faut pas qu'on recopie, qu'on répète Glodjibé. Parce que moi, j'ai souhaité qu'il y ait des Glodjibé localisés dans les régions. Que la transformation soit très proche du lieu de production de richesse. Agriculture, élevage, pisciculture, on en a parlé tout à l'heure. Donc que la transformation se fasse là. Vous voyez la chaîne de valeur que ça va créer, la richesse, comment donc c'est ça qu'il faut. Il ne faut pas créer la production, la richesse, enfin la production très loin, le transporter ou transporter les éléments jusqu'à Glodjibé ou ailleurs pour transformer. Il faut que les usines se rapprochent des lieux de production. Nous l'avons dit, nous le répétons. Si on fait ça, on aura démultiplié Glodjibé de façon raisonnable, de façon humaine, si vous voulez, en tenant compte des avantages comparatifs de chaque zone de production. Si on le réussit, on est obligé de le réussir. Alors, ceux qui sont à Glodjibé, s'ils sont de plus grands transformateurs, s'ils sont de plus grandes usines de transformation, eh bien, on va leur reverser une certaine quantité d'intervention. Alors, je voudrais rassurer monsieur le ministre, qui certainement n'a pas lu ce document dans son entièreté. Peut-être. Oui, alors, il va vous le passer en numérique. C'est dit justement ici exactement comme vous le dites. Oui. Il faut reproduire Glodjibé dans chaque pôle. Oui. Mais alors, il ne faut pas transcrire Glodjibé exactement comme c'est aujourd'hui dans les pôles. Voilà. Mais moi qui connais très bien Glodjibé, le vrai problème est d'abord la formation. Oui. Et la formation n'est pas seulement la formation technique. C'est d'abord la formation à être employé dans une usine. Par exemple. C'est le point de départ. Oui, les nôtres n'ont pas encore dans leur mental. Ouais. Ben, comment est-ce qu'une usine, c'est comme une armée, chacun doit faire ce qu'il doit faire pour que l'autre puisse continuer. Donc, les tâches sont scindées. Chacun a une petite portion de la tâche. C'est comme l'informatique, hein, l'ordinateur saucissonne la tâche en de petites unités de tâches à faire et chacun fait. Alors, donc, il faut que les nôtres soient formés à l'esprit entreprise. Oui. Et quand on dit l'esprit d'entrepreneuriat, nombreux croient que c'est être forcément propriétaire d'usine. Même quand vous servez dans une usine appartenant à autrui, si vous n'avez pas l'esprit de comment fonctionne une entreprise, ben vous allez échouer. Dans le secteur de la santé. Non, attendez, avant qu'on aille au secteur de la santé. Donc, il y a la nécessité de former le Béninois. Aussi, il y a des curricula qui doivent disparaître. Mais quelle est cette histoire de toutes les femmes ou bien même les hommes font ressources humaines? Oh, elles bombent le torse. J'ai un master en ressources humaines. J'ai un master en sociologie. J'ai un master en anthropologie. C'est utile. Mais c'est utile à qui? J'ai un master en droit. Ils sont trop nombreux. J'ai même un master en économie. Mais on continue de former les enfants. Mais banque et finance. Il y a combien de banques chez nous? Et les banques recrutent combien de personnes? Comptables. Pendant ce temps, on laisse les formations en CAP, BEP, où il faut donner le savoir-faire aux enfants. Et de ce point de vue, il faut démystifier ces histoires de j'ai un doctorat. Oh, j'ai un master. Car c'est ça qui fait que ceux qui ont le savoir-faire croient qu'ils ne servent à rien. Et à la fin, vous avez... Il a son doctorat en géographie et en linguistique. Il ne parle même pas anglais. Bon, alors, il ne sert à rien. Il est bon pour le chômage. Dans le secteur de la santé, très rapidement, parce qu'on doit parler aussi de la politique avant de conclure. Dans le secteur de la santé, quelles sont vos espérances? Mais mes espérances, c'est qu'il faut améliorer les plateaux techniques.
J'ai entendu mon président et candidat, enfin mon président, puisque nous prêtons serment demain, mon président, et ma foi, annoncer aux populations de Parakou le chip. Et tout le monde est content. Je suis aussi content. Mais le chip n'est pas à la portée de tout le monde. Je veux... Vous l'annoncez déjà? Quoi? Est-ce que le chic l'est? Non, vous annoncez que le chip ne sera pas à la portée de tout le monde? Moi, je suis économiste, je vous parle d'économie ici. Le chic ne l'est pas, le chip ne le sera pas. Pourquoi? Mais parce que c'est un hôpital de référence qui coûte très cher. Ce n'est pas ici, c'est-à-dire, il faudrait qu'on renforce nos hôpitaux de zone. Dieu merci, c'est aussi prévu ici. Mais malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. On met l'aspect sur chip, et tout le monde tient chip. Ce n'est pas chip qui me tient à cœur. Hein. C'est améliorer le plateau technique. Aussi, je souhaite que mon président qui a à cœur la santé pour tous, qu'on trouve un moyen de financer la prise en charge des dialysés. Parce que j'ai la vague impression, et ça peut arriver à n'importe qui parmi nous, dès que tu entres dans cette maladie, tu es abandonné de tous. C'est la solidarité nationale qui doit prendre en charge c'est-à-dire ces soins-là. Et ceux-là sont encore utiles à la société. Il faut qu'on trouve un moyen de financer cela. J'en aurais terminé pour vous dire, parce que vous allez vous demander aussi, mais comment on finance tout ce qu'on dit là? Moi, j'allais vous poser la question par rapport au dialysé, qui est quand même une question assez préoccupante et d'intérêt aujourd'hui. Beaucoup de gens s'inquiètent pour les dialysés. Que faut-il faire? Que doit-on faire? Mais pour financer les dialysés, il faut produire de la richesse. Si on produit de la richesse, on peut distribuer la richesse. C'est pour ça que je ne suis pas pour le social. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Mais laissez, je vais venir. Voilà. C'est d'abord l'intention qui est ce qu'on fait pour eux. En fait une préoccupation. Maintenant, on va trouver comment s'y prendre. Mais maintenant, je veux vous dire, pour partager, c'est-à-dire pour construire l'économie. Nombreux confondent économie et philanthropie. Parce que l'économie permet à l'État de remplir les conditions qui permettent à chacun de se prendre en charge par son travail. C'est déjà ça le social. Le social, c'est pas comment on a envoyé Vihoké ou bien quoi, les 14 000 qu'on envoie aux femmes, on dit on a les familles les plus vulnérables. Non, ils vont bouffer ça, ça ne sert à rien. Il faut, c'est-à-dire mettre des moyens de production à leur disposition. Et il faut rendre les villages, le monde rural attrayant pour que les gens ne quittent plus les villages pour venir faire ces médias ici. Regardez, notre pauvreté vient d'où, vous croyez? Ça vient du nombre de ces médias à Cotonou. Le ministre Adio a un âge certain. Il est surpris de voir que Cotonou, on a des millions de zémédias. Ce sont des bras valides pour l'agriculture qui sont perdus. Or, la base de création de richesse dans notre pays, c'est la terre. Aussi, il faudrait travailler à ce que la vallée de l'Ouémé ne soit plus un serpent de mer dont on parle tous les jours et il n'y a rien. J'en aurais terminé en vous disant que nous devons faire le rebasage de notre PIB. Quand le président Yahi Boni partait, notre budget était difficilement à 1200 milliards, 1500. Aujourd'hui, nous sommes à 2000, 3000. Et on a emprunté jusqu'à 6 000 milliards, ce que je sais, pour les infrastructures. Donc, la base de notre économie s'est accrue. Et il faut faire le rebasage pour qu'on ne calcule plus notre PIB à partir de 2016. Il faut partir de 2026. Et ça nous donne une marge pour lever des fonds additionnels pour financer notre économie. Car toute économie se finance toujours par l'endettement. Mais alors, cet endettement-là doit servir à aménager 2 millions de terres agricoles où on installe les producteurs. Je n'ai pas dit les étudiants, hein, ceux qui font déjà le champ, dont c'est le métier, on les met dessus, on leur facilite la tâche. Il y a des sociétés d'équipement où ils ont l'usufruit pour travailler, etc. Il y a d'usines. Et ce n'est pas seulement quand on dit Glo Djigbe, et c'est là où le ministre Adiwa a raison.
Mais les usines qui sont à Glodjibé, combien de Béninois ont le capital pour pouvoir installer de telles unités? Ils n'en ont pas. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de Béninois Non, je ne dis pas non. Mais au-delà de ça, il faut la volonté. Mais c'est-à-dire qu'ils veulent l'import-export. Oui. Ça, c'est un. Deuxième chose, il faut voir nos banques et dans leur façon de réfléchir. Quand tu veux mettre une unité de production en place, tu as difficilement de crédit, d'accompagnement de ta banque. Mais quand tu veux un crédit documentaire pour importer ce qui est produit ailleurs, on te l'accorde tout de suite. Aussi, il faut restructurer notre épargne. Il faut que les Béninois commencent par déposer de l'argent à long terme et non des dépôts à court terme où la banque ne peut pas faire des prêts sur des comptes courants. Donc, on ne pourra pas tout dire. Merci à vous, Bertin Kohovi, pour tous ces développements. Je rappelle à nos amis internautes que Bertin Kohovi a nourri plusieurs fois l'ambition de diriger la République du Bénin. Alors, François-Alain Adiou, dans le secteur de la santé. Avant de parler de la santé, je voudrais rapidement rebondir sur la dernière partie de ce que M. Kohovi a dit. L'État a l'obligation d'accompagner tout ce qui est en train d'être proposé là. Les banques chez nous se comportent encore toutes comme des banques commerciales. Il suffit que l'État mette en place une politique de garantie pour que ces banques-là, assurées de pouvoir entrer dans leurs fonds, puissent contribuer au financement de long et de moyen terme. J'en passe. Par rapport à la santé, ce que M. Kohovi a dit des dialysés m'a fait tic dans la tête. Ça se faisait avant. Sous Mathieu Kérékou, ça se faisait. Solidarité nationale, c'est un devoir. Il faut que ce qui a amené le régime Talon à surseoir à cela, il faut qu'il mette ça de côté. Ce sont des fils et des filles du Bénin qui ont produit de la richesse, qui ont participé à beaucoup de choses dans notre pays, qui sont frappés par la maladie et qui ont le droit de vivre. Il faut, je ne veux pas rappeler, hein, c'est à partir de la Côte d'Ivoire, de Houphouët-Boigny, que Mathieu Kérékou a été sensibilisé à la question. Et on a commencé à prendre en charge les dialysés. Il faut revenir à ça simplement. Pour y aller, bon, il a dit qu'il faut produire de la richesse, c'est pas faux. Mais il y a aussi d'autres choses. Hein. Le train de vie de l'État. On va me dire que ça ne suffit pas, d'accord. Mais il faut que l'État donne des signes de restriction de dépenses presque inutiles, entre guillemets. Les missions, il y a pas mal de choses. Je vais oser dire quelque chose là. Mais ça a été les salaires revu, politiques. Ça a été revu les salaires, avec l'avènement du salaires, régime Talon. Les salaires ça a été politiques. revu avec l'avènement du régime Talon. Il faut que le citoyen sache que les efforts qui sont demandés sont d'abord fournis par ceux qui les demandent. Si le citoyen est convaincu que le dirigeant politique fournit le même effort, il va accepter. Le peuple béninois est un peuple politiquement mûr et un peuple pacifique. Donc, il faut poser des actes pour gagner sa confiance. Est-ce que ces actes n'ont pas été posés, mais peut-être mal expliqués aux populations? Peut-être. Oui. Si j'en parle, c'est peut-être que la population... Les salaires ont été revus par endroits, peut-être parce que on ne voudrait plus que peut-être les acteurs soient au contact de l'argent, soit dans des acquaintances incestueuses qu'on ne connaissait pas le passé. Oui, ça, on explique. Mais ce que je suis en train de dire, est-ce que vous êtes en mesure de me dire, un ministre gagne ceci? Moi, je ne suis pas en capacité de le dire. Pour progresser dans le secteur de la santé. D'accord, voilà. Donc, je dis, il faut réduire le train de vie de l'État. Et ça ne passe pas seulement par les salaires politiques. Il y a beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas? Bien. Revenons aux questions liées à la santé. Le chef de l'État a annoncé des choses qui sont très bonnes, faisant croire à la population que tout de suite, là, lorsqu'il va prêter serment, qu'on va commencer à résoudre des problèmes de santé presque gratuitement. C'est très dangereux. C'est une vision qui est noble. Concrète. Quelqu'un m'a dit... vision concrète. Quelqu'un m'a dit, oui, vision concrète qui est très noble. Quelqu'un m'a dit récemment que... Non, quelqu'un m'a dit tout récemment que dans une commune, au centre de santé de cette commune-là, en un mois, ils ont accueilli 300 enfants. En un mois. 300 enfants. C'est dire que nous avons des problèmes à résoudre à ce niveau-là. Et ce n'est pas nos intentions, à nous autres ici, qui vont suffire. C'est des cas concrets qu'il faut étudier. Mais ce sur quoi je voulais mettre l'accent, c'est
que le chef de l'État qui va être installé, sur la base de ce qu'il a annoncé dans sa vision, de façon progressive, mais assez rapide, qu'on trouve la formule pour que, quand on est en urgence aux soins, que la personne ne meure pas. Qu'on n'attende pas que la famille débourse. Qu'on traite la personne, qu'on intervienne. Il l'a dit. Et qu'on éloigne les questions liées à l'urgence de vie. Et après, on le fera. Donc, c'est tout un arsenal de choses à mettre en place, en accord pour son effectivité. Donc, en plus du plateau technique dont a très bien parlé Bertin Corvi, voilà, je complète en disant, il faut que nous posions des actes pour sécuriser la vie de nos enfants dans le pays. Et le chef de l'État, il est là, premier serviteur d'entre nous tous. C'est le primus inter pares. Donc, serviteur de nous tous, il annonce et il essaie de faire. Et qu'il nous informe, qu'il informe le citoyen qu'il est en train de faire ceci, ou du moins qu'il a fait ceci, qu'on le constate. Donc, en matière de santé, voilà ce que je peux dire. Vous n'avez pas posé la question par rapport à l'éducation, mais c'est aussi un secteur extrêmement important. Extrêmement important. En dehors des questions de formation dont nous avons parlé, il faut revisiter ce secteur-là, l'enseignement, la question des AME. Ce n'est pas au plan politique que je veux parler, hein, mais si les enfants de ce pays sont mal formés, c'est l'avenir qui est complètement mal assuré. Donc, il faut que les acteurs de l'enseignement s'asseyent avec les dirigeants pour trouver les propositions de solutions à faire aux problèmes qui se posent dans ce secteur-là. Dans ce secteur-là. Avant de me retourner vers Bertin Corvi, j'ai quand même une question pour vous. Vous qui faites partie des personnes qui ont critiqué la gouvernance Talon, beaucoup de personnes sont en phase et ont foi en Romuald Wardani, mais il y a une interrogation qui subsiste, celle de l'héritage politique que lui lègue Patrice Talon. Certains estiment que Patrice Talon a fait de merveilleuses choses, mais sur le plan de la démocratie, sur le plan de la vie politique, il y a beaucoup de choses qu'on doit penser autrement. Ceux qui le pensent sont très nombreux. S'il y en a qui ne le pensent pas réellement, c'est que, bon, ils ne veulent pas être sincères. Autant Talon a réussi des choses sur le plan de ce que vous venez de dire, autant il a manqué de réussir sur le plan politique, sur le plan de la démocratie. La vitalité démocratique d'un pays ne se mesure pas aux institutions. Les élections dernières, ce que ça a donné, vous avez vu, Dr Corvi vient de dire tout à l'heure qu'on a beaucoup investi, Talon a beaucoup investi, beaucoup fait dans Cotonou, dans la capitale économique, mais quand les gens sont sortis pour aller voter, on a observé le taux de participation, l'un des taux les plus faibles, c'est ici à Cotonou. Donc, il y a un désamour, une désaffection, parce que la vitalité démocratique ne se ressent plus, a été touchée dans notre pays. C'est quoi? C'est une question simplement de... N'est-ce pas la responsabilité collective des acteurs politiques, comme le disait tout à l'heure? Je n'accuse pas, moi, il faut remettre la confiance en place. La confiance entre les dirigeants et les dirigés. Par rapport à Wardani qui vient demain, il y a une question qui est sur toutes les lèvres, hein, c'est est-ce qu'on va pouvoir s'asseoir pour discuter de notre pays, de l'avenir de notre pays? Il n'a qu'à trouver la forme qu'il faut. La réponse pour moi, c'est oui. C'est bien écrit. Dans le baptême ensemble. Non. Il n'a pas donné le modus operandi. Il n'a pas donné le mode opératoire. Il a annoncé la chose. Donc je dis, oui, c'est bon de l'annoncer. Mais je suis déjà au-delà de l'annonce. Je dis, il n'a qu'à trouver la forme qui convienne. Parce que nous ne sommes pas en 90. Hein. Nous ne sommes pas en 1990 pour souhaiter une conférence nationale, une nouvelle conférence nationale. Tout à fait. Mais nous sommes en 2026, après 2016, 2019, 2021, où des coups ont été portés à notre démocratie. Nous avons besoin de nous asseoir pour parler en frères et sœurs. Et ça, c'est possible. Si on parle en frères et sœurs, on se dira, ceux qui sont privés de liberté, ceux qui sont à l'étranger, qu'est-ce qu'on fait pour tous ceux-là? Ce n'est pas les mêmes problèmes. Hein. Ceux qui sont à l'étranger, ils ne sont pas à l'étranger pour les mêmes motifs. Donc, il ne faut pas qu'on mette tout le monde dans le même sac. Mais ça passe par
nous nous asseyons, nous nous faisons confiance, nous dialoguons et nous nous réconcilions parce qu'il s'agit de notre pays. Et ce n'est pas l'UFMI, la Banque mondiale, les partenaires étrangers qui viendront construire notre pays à notre place. Bertin Corvi. Oui, je vais, pour une fois, je ne serai pas totalement d'accord avec le ministre Justement, en termes politiques. Alain Adiou. Ben, je suis pour le principe du dialogue. Et c'est peut-être la période, et si moi je devais donner un conseil au président Romero Wardai, et je vais lui en souffler le mot, il faut qu'il s'asseye lui-même d'abord. Absolument. Qu'il comprenne la maison. Donc, un tel dialogue... Vous pensez qu'il doit comprendre autrement la maison? Ah oui, il faut qu'il comprenne. Oui. Donc, il ne la comprenait pas. Il y a beaucoup de choses dont il n'a pas encore conscience. Hein. Ah bon? Ce pays est compliqué. Bien qu'il aurait été ministre d'État. Ça ne suffit pas, ministre. Il répondait de quelqu'un d'autre. Ouais. Maintenant, c'est de lui que d'autres vont répondre. Voilà. Donc, il aura besoin d'au moins 1 an pour bien s'asseoir lui-même d'abord. Une acclimatation. Oui. Et voir qu'est-ce qu'on peut corriger, qu'est-ce qu'on ne peut pas corriger. Toujours est-il que, moi, ce que je vais continuer de lui dire, d'être tolérant. Le chef, c'est comme le tas d'ordures. Il y aura des critiques. Il y aura même des gens qui vont lui manquer de respect. Tel qu'il est resté toujours humble parce que nous autres, notre fraternité, amitié est née d'une incompréhension entre nous deux. Et moi, je sais faire dans l'extrême. Alors, tel qu'il m'a reçu, il s'est expliqué, nous nous sommes expliqués. Et ce qui nous opposait, c'était la gouvernance du Bénin. Je craignais qu'il y ait de la cavalerie financière. Bref, on n'ira pas dans certains détails. On s'est expliqué, il m'a donné des chiffres, il m'a donné des preuves. Et c'est là où j'ai trouvé j'ai trouvé celui qui peut être président à ma place. Parce qu'il est parfois mieux même de servir un président que d'être président. Ah oui, oui, il est parfois mieux. Aussi, je suis d'accord avec le ministre Alain Adiou. Mais qu'est-ce qui justifie le salaire des députés? J'estime que c'est trop. En Chine, le député n'a pas de salaire. En Chine, le député n'a pas de salaire. Et c'est ça qui fait que malheureusement, vous voyez quelqu'un qui était à 500 000 ou bien à 300 000 de salaire, et il devient député. Il croit qu'il est devenu riche. On met un véhicule à sa disposition. On lui fait changer de vie comme s'il avait besoin de ne pas ressembler au peuple qu'il défend. Moi, je suis un enfant de la Révolution. Au temps de la Révolution, mais ceux qui représentaient le peuple vivaient les conditions du peuple. Donc, je crois humblement. Je ne veux pas savoir le salaire du ministre. Ce n'est pas ça mon problème. Mais le salaire du député... Ils vous ont fait quoi sur les députés? Je ne les connais pas. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? On veut d'économie. Mais ce sont eux qui doivent faire d'abord d'économie. Parce que quand on mettait ces salaires-là aussi, je vais vous faire une confidence, c'était pour que le député puisse aller au village, être celui qui... Voilà, la redevabilité. Lui, mais ils ne le font plus. Merci de le préciser. Ils ne le font plus. Est-ce qu'il ne faut pas les inciter à le faire? Il faut diminuer ses salaires et que l'État joue son rôle directement. Ces histoires de on devient accroché à quelqu'un parce que le député là, non. Nous avons bien dit on ne veut plus l'argent en politique, non? Ils n'ont pas mis pour mieux d'argent, ils ont mis pour devenir députés. Ce sont les partis, l'État a financé les partis pour qu'ils deviennent députés pour la plupart. J'ai rien contre eux, hein? Entendons-nous bien. J'ai rien contre eux. Mais je crois qu'on peut faire des économies. Alors, en dehors de ça? Bon, en dehors de ça, comme... Est-ce qu'il y a des chantiers sur lesquels vous attendez Romero Wardai durant son septennat, au plan politique? Ah oui, mais je souhaite, honnêtement, qu'avant même qu'on ne dise qu'il y a eu d'assises politiques, qu'on brise la porte des prisons pour certains qui sont en détention, dont la détention peut paraître politique. Est-ce que c'est politique? J'en sais rien. Peut paraître politique. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Mais puisque ça paraît politique, il faut les libérer. Il faut en parler d'abord, il faut discuter. Il faut en parler d'abord avant de les libérer. Oui, mais il faut vite... parce que moi, je l'ai vu à ce sujet-là. Et je peux vous dire, il n'a mis personne en prison. Qu'est-ce que Romero Wardai gagne à ce qu'une Madougou ou bien Aïva ou bien autre soit en prison? En principe, c'est le président Talon. Et il n'est jamais trop tard. Hein. Et qui pourrait peut-être nous surprendre, comme l'annonce mon jeune frère et ami Léandre Hongbeji, prendre une grâce présidentielle pour vider nos prisons. Ce serait la plus belle réussite du président Talon avant de partir. Parce qu'en réalité... Il a encore jusqu'à minuit. Oui, oui. Bon. Donc, il aura rendu la tâche facile à son successeur. Aussi,
il faut que Romain Wadaye considère qu'il n'est pas tributaire ni c'est-à-dire des querelles politiques, BR, UPL, DFCBE. Tout compte fait, on l'a vendu sous quelle bannière? Il n'est pas un homme politique. Et je veux croire en ça. Donc, il faut qu'il soit conséquent envers lui-même. Vous pensez qu'une formation politique doit se créer autour de lui? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit qu'il faut qu'il se mette à équidistance de tout le monde et qu'il travaille avec tout le monde. Il ne faudrait pas qu'il dépende de BR, ni de UPR, ni de Mouel Bénin, ni de LD. Il faut qu'il choisisse comment on dit ça? Ceux qui sont qualifiés, ceux qui peuvent lui apporter quelque chose pour vraiment réussir à lutter contre la misère et la misère extrême. J'en aurais terminé en disant que nous avons oublié quelque chose. Mais vous l'aviez, enfin, je ne sais pas si l'émission, ce n'est pas encore fini, mais je vais quand même vite en parler. Il faudrait que nous voyions comment les infrastructures profitent aux PME nationales. Et ça n'a pas de sens qu'on donne autant de marchés et que tout aille aux étrangers. J'en ai fait mon combat tout en soutenant le président Patrice Talon. Je l'ai toujours dénoncé. Mais je n'ai jamais vu ces entrepreneurs béninois eux-mêmes. Ils disent qu'ils ont peur. Oh, ils iront postuler pour des marchés. Je dis, mais si vous n'avez pas de marché, tout le financement venu de l'étranger repart à l'étranger. Est-ce que vous pouvez imaginer que parfois même des pavés que nous mettons viennent de l'étranger? C'est bien beau, hein? Mais ce n'est pas de l'économie, ça. Merci. Donc vous êtes d'accord avec moi? Merci. Donc vous êtes d'accord avec moi? Non, laissez-le finir, oui. Donc vous êtes d'accord avec moi lorsque je dis que notre économie est désarticulée? Moi, je suis un économiste avant d'être un homme politique. Les différents secteurs, les différentes branches ne sont pas sollicitées lorsque nous avons du financement étranger. Mais ça, je le dis depuis, voilà. et on me... Voilà. Moi, je le dis depuis dans mon propre camp. Oui, c'est ça. Mais parce que chacun doit dire... C'est ça, la réalité. Oui, chacun doit dire ce qu'il est d'abord. Et tout à l'heure, j'ai parlé de préférence nationale. Mais oui, de local content. Absolument. C'est de ça qu'il est question. Merci à tout un chacun. Non, et attendez. Non, cette émission, votre émission est très bien entendue. Vous savez, on va me répondre, oui, il y a le local content, il y a la préférence nationale. Mais dans les contrats, les conditions qu'on met, on sait qu'il n'y a aucune PME béninoise qui peut les remplir. Voilà, c'est ça. Au fait, moi, je n'ai pas d'entreprise locale. Hein. Je n'en ai pas. Et le lundi, après l'investiture... Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous serez déjà tous les deux à l'investiture demain, allez à Diou? Moi, non, parce que je ne suis pas invité. Et vous Mais c'est la faute au protocole. On ne peut pas dire qu'un ancien ministre n'ait pas été invité à un tel événement. Moi, et vous vous savez bien, il vaut mieux avoir convié avec soi que contre soi. Je vous dis souvent que quand vous aimez n'est pas aussi important que on se dit, mais ce gars-là, n'est-il pas un peu fou? Bon, comme chacun dit... vous savez que c'était vous qualifiez de fou. C'est ce qu'il croit. Moi, je ne suis pas fou. Au fait, ils n'arrivent pas à comprendre que je dise, je soutiens un président. Et que j'ai quand même des bémols dans certaines... Mais moi, je suis d'abord économiste. Avant d'être un soutien, je ne peux pas venir dire tout est beau et aller dans la chambre dire que j'aurais pu dire la vérité. Et après l'investiture, vous? Oui, quelle est la question? Après l'investiture, que faites-vous? D'abord, je vais sur l'investiture à la télé, comme le commun des Béninois. Et vous, ce qui n'est pas bien. Et moi, je plaide auprès de... Dimanche, c'est Novicha. Vous serez à Grand Popo? Non, dimanche, c'est à Cotonou. Hein. Si vous voulez que j'aille un peu plus loin, dimanche, c'est Pentecôte pour moi, chrétien catholique, donc je serai à cette fête-là. À cette fête-là. Et Bertin Corvi, vous serez à Grand Popo dimanche et lundi? Mais non, notre Novicha, c'est l'investiture de Romain Wadaye, qui plus est de là-bas. Mais au fait, ce sera Joël 2, verset 28. Je répandrai mon esprit sur toute chair, dont l'Esprit Saint descendra sur lui. Et comme il est écrit, acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit suivra sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc, il recevra l'onction du président. Et il sera le témoin des Béninois. Surtout la sagesse. Oui, la sagesse, et il sera au service des Béninois. Maintenant, moi, le lundi, je serai en Ouganda. Je prends le vol en Ouganda. Déjà, le lendemain de l'investiture? Ah oui. Vous ne voulez pas attendre voir le président que vous avez soutenu, son équipe s'installer? Vous ne voulez pas voir la composition de l'équipe?
Mais pourquoi vous voulez que je me préoccupe de l'équipe? Je le saurais. Si par hasard j'étais membre de l'équipe, ben, il me fera l'insigne honneur de m'en parler. Si je n'en faisais pas partie, tout compte fait, j'ai décidé d'être le porte-parole de ce projet-là. Et quand on s'en écarte, je vais dire, on s'écarte de ce qu'on a dit. Je ne suis pas allé voir les populations pour les faire rêver seulement. Dans les conditions fixées par la trêve politique. Mais quelle trêve? On ne sort pas d'une guerre. Moi, je dis, j'ai traduit ce programme en 9 langues. J'ai parcouru le Bénin dans son entièreté. Le candidat m'a vu partout, il est passé, il m'a vu. J'ai tenu le langage. Il ne faudrait pas qu'on s'éloigne de ce qu'on a dit. Sinon, les populations ne croiront plus au message politique. Ils vont juger. Voilà, et ce qui est dit ici peut se faire. Moi, je veux que Romain Wada fasse 14 ans. Parce que je ne veux pas être candidat en 2033. Je lui laisse la charge de continuer. Ce sera trop tard. Ce sera plus possible. 2033? Oui. Moi, il y a quel âge? En 33, 7 ans. Même en 2040, je n'ai pas encore... Il faut lui laisser... Là, il ne me fera pas. Donc, il faut qu'il fasse les 2 mandats. Et pour faire les 2 mandats, c'est au premier qui va convaincre. Oui. Mais si le premier reste juste un discours, on emprunte l'argent, on fait gratte-ciel, on fait Marina Ouida pour jouer au golf. Moi, je vais... Merci à vous. Non. Donc, moi, je vais... C'est un très terrain de golf. Nous allons rester... Un très beau terrain de golf qui est construit. Qui est convoité. Combien connaissent ça? Demander à ceux qui sont favoris. Non, de toute façon, ce n'est pas ça permet le tourisme, mais il y avait d'autres urgences. Oui. C'est quand même utile. Non, je piaffais d'envie de dénoncer ça. C'est mieux qu'il y ait Et vous m'en donnez c'est l'occasion. mieux qu'il y ait un détournement. Non, écoutez, mais vous m'étonnez pas. Nous sommes à la fin, malheureusement. Vous comparez 2 choses non comparables. C'est des dettes qu'il va bien falloir rembourser. Évidemment, je préfère encore tout ce qui concerne le vaudou déiste, qui draine beaucoup de touristes au terrain de golf. J'ai rien contre... Sur la base des choses qui nous ressemblent. Oui. C'est toujours dans le développement du sport. Non, ce n'est pas mauvais. Non, voilà. Le golf n'est pas... Bon, anyway, c'est déjà là. Ça embellit la ville. Et moi, je suis heureux qu'on l'ait. Merci à vous. Notre avis. Il ne faudrait pas que Wadaï fasse beaucoup de ces projets de prestige. Ce serait la catastrophe. Merci à vous, Bertin Corvi. Alain Adioué, un petit commentaire pour conclure. Ben, vous ne voulez pas qu'on parle rapidement de la trêve? Allez-y. Vous avez effleuré la chose, etc. Nous ne sommes pas en guerre. Hein. La trêve, c'est un vocabulaire qui est réservé à un milieu bien précis. Je ne sais pas, jusque-là, je ne sais pas ce qu'on appelle trêve, parce qu'on ne nous a pas encore donné les détails de la chose. Hein. Nous attendons qu'on nous explicite davantage de quoi il est question pour savoir qui sont ceux qui sont concernés par la trêve, et si les gens ne respectaient pas ça, qu'est-ce qu'on va leur appliquer comme sanction? On va voir. Donc, on a le temps de voir ça. Pour le moment, moi, je reste un citoyen convaincu de devoir parler pour que la démocratie continue d'être vitale dans notre pays. 1 minute, Bertin Corvi. Ben, vous savez que même quand on canardait le président Patrice Talon le 7 décembre, j'ai été l'un des rares à avoir pris parole pour le défendre. Cela ne m'empêche pas de relever les insuffisances et même parfois des choix que je n'approuve pas. Donc, soutenir un président ne doit pas faire de vous un larbin. Il faut avoir la capacité de se dire ceci est bon, ceci est mauvais. Mais je voudrais rassurer le président Romuald Wadaï que et moi et le ministre Alain Adiou, nous sommes à son service et vous-même, mais pour qu'il réussisse pour le développement de notre pays. Et nous ne cherchons pas d'emploi. Hein. Moi, je suis invité en Ouganda pour aller parler économie au gouvernement. Économie fondamentale. Vous serez convié devant le prochain gouvernement. Ah, merci à vous. Donc voilà, on ne cherche pas d'emploi, mais on est prêt à servir notre pays. Alain-François Dion pour ce moment d'échange assez intéressant. Merci à vous, chers amis internautes, d'être restés jusqu'à la fin de cette émission de débat. C'était Info Hebdo de ce 23 mai. On se retrouve dans quelques heures pour notre rendez-vous média et on se dit à demain pour l'investiture du président Romuald Mboueke Wadaï. Bonne fête de Pentecôte à toute la communauté chrétienne catholique et bonne fête identitaire Novitia à tous les peuples concernés. Merci à vous et à très bientôt. Bonne suite de programme sur Usaï TV.